Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'éco-anxiété. Anna, qu'est-ce que l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, ou l'état d'anxiété découlant des changements climatiques, est caractérisé par l'appréhension d'une menace plus ou moins lointaine dans le futur concernant les changements climatiques, la situation environnementale et leurs conséquences sur les individus et la société. Cette crainte peut découler de l'expérience directe de phénomènes météorologiques extrêmes ou encore de l'exposition à des renseignements par le biais de médias et d'autres sources. Hey, c'est quand même une grosse définition pour un mot comme éco-anxiété quand même, là. Oui, ça englobe quand même beaucoup de choses, ce petit mot. Comment l'éco-anxiété impacte-t-elle sur la santé mentale et le quotidien des jeunes? Selon l'INSPQ, en 2023, la catégorie des jeunes est la plus touchée, étant donné que c'est le groupe qui risque d'être le plus affecté par les changements climatiques. Le niveau d'éco-anxiété selon l'âge, ça dit que les 18 à 24 ans est le plus élevé. Et ça dit aussi que les femmes sont plus hautes. 76 % de la population vivent de l'éco-anxiété. Parmi les symptômes, on retrouve des pensées obsessionnelles à propos du climat, un raisonnement fataliste, de se dire « il est trop tard, pourquoi essayer ?», une peur existentielle, de la culpabilité, de la colère ou de la frustration à l'égard des générations précédentes, des sentiments de dépression et qui peuvent affecter les choix familiaux, par exemple de décider de vouloir avoir des enfants ou pas, et les choix professionnels. OK, quand même, ça englobe beaucoup de personnes, plus qu'on le pense, je pense. Oui. Depuis quand on parle d'éco-anxiété dans la société? L'éco-anxiété, on penserait peut-être que c'est nouveau parce qu'on en parle un peu plus dernièrement, mais c'est un terme qui a quand même été utilisé la première fois dans les années 1990 par une journaliste. Depuis 2017, ça a été plus médiatisé sur les réseaux sociaux, puis il y a des définitions plus précises par des organismes qui ont été faites sur le terme de l'éco-anxiété, puis c'est comme ça que le terme a pris de l'ampleur. Pour nous parler d'environnement, aujourd'hui, on reçoit Pamela Gagnon, bachelière en biologie, concentration en écologie, avec une mineure en géographie. Salut Pamela! Allô, bonjour, je suis enchantée de faire partie de votre beau podcast. Merci d'être là. On va y aller tout de suite avec la première question. Les changements climatiques sont-ils souvent liés à la pollution? Oui, bien, d'entrée de jeu, il y a plusieurs concepts qui se mélangent, mais juste de définir puis de bien décortiquer, c'est souvent une des meilleures stratégies à adopter quand on commence à parler de ces sujets-là. On a souvent la trappe de tomber dans le concept de réchauffement climatique tout de suite, mais en vérité, les vrais termes à adopter, c'est beaucoup plus ces changements climatiques. Qu'est-ce que ça implique? C'est en fait une modification qui est durable, significative des schémas météorologiques. Ça inclut énormément de choses. En vérité, tout ce qui se passe sur la planète en termes de régime de précipitation, de vent, de déplacement, de cours d'eau, à tous les niveaux, ça vient s'inscrire en quelque sorte. Il y a aussi le côté température au changement climatique. Quand on parle de changement climatique, c'est sur de longues périodes. Donc, un minimum de 30 ans doivent être considérés pour parler de changement climatique. On fait souvent l'erreur de parler des changements climatiques avec la seule saison qu'on parle, qui est tellement différente à l'habitude. Mais c'est pas une échelle de temps, mais tu sais, c'est l'échelle minimale de temps. Parce qu'en vérité, on peut aller dans tout le concept de changement climatique, on va jusqu'à des millions d'années. Donc, oui, c'est vaste, là. Puis, quand on apprend ça, on apprend l'histoire de notre planète, quoi. Dans les changements climatiques, il y aura toujours dans une cyclicité éternelle, en quelque sorte, des échanges entre ce qui va réchauffer, c'est tous nos systèmes additionnés ensemble. Il va y avoir des réchauffements climatiques. Il va aussi avoir des refroidissements climatiques. Puis ça s'inscrit sur des périodes où ce qu'on évalue, qu'on compare avec une autre période. On peut prendre le point d'une période la plus froide, puis la comparer à aujourd'hui, puis là, c'est sûr que le portrait là, va être critique là, de réchauffement. Donc, c'est à faire attention quand on parle de ces concepts-là, parce que c'est constamment une interaction.
Sur l'échelle d'une année, là, on aura toujours, malgré un gros feu de forêt une année, on aura toujours des cycles de refroidissement, donc plus de précipitations. Il y a constamment des plus et des moins qui s'additionnent. En vérité, il faut quasiment être mathématique, un super outil mathématique pour calculer tout ça. Là, on parle plus de météo, de phénomènes. On vient toutes les décortiquer comme une petite boîte, là, à ce moment-là, quand on est plus sur l'événementiel ponctuel. Donc, les changements climatiques, par rapport à la question, est-ce qu'ils sont souvent liés à la pollution? Bien, évidemment que oui, parce que tout ce qui concerne la pollution en soi favorise un réchauffement. La pollution, en vérité, c'est quand on parle de gaz à effet de serre, c'est tous des gros concepts. Mais là, on ne va pas rentrer dans un domaine trop chimique non plus, mais on en entend beaucoup parler quand on s'y intéresse. Ouais. Mais toute la chimie de chaque gaz qu'il peut avoir dans l'air qui va réchauffer, qui va réchauffer l'atmosphère, en vérité, il y aura toujours un autre gaz dans l'air qui va refroidir. Ça va s'additionner comme ça va se soustraire, là. Oui, la pollution, tu sais, qui est... ça n'a pas toujours été une cause, en vérité. Okay. Dans toute l'histoire de la planète, là, c'est la première fois qu'on considère qu'une espèce va causer un réchauffement supplémentaire, mais de manière tellement significative que ça va favoriser le réchauffement. Parce qu'est-ce qu'il y a eu des moments dans le passé où il y a eu des réchauffements climatiques pour d'autres raisons, mettons? Bien oui, évidemment. Il y a eu des moments, il y a eu des grands réchauffements où est-ce que la planète a été bouleversée par énormément d'activités de déplacement tectonique qui a causé plus d'éruptions volcaniques. Puis ça, on a des traces scientifiques de toutes ces preuves-là. Là. Okay. Puis ça l'a causé éventuellement, ça l'a forcé la planète à changer vraiment significativement. Éventuellement, ça a causé un point de rupture vraiment intense pour retomber dans une boucle de refroidissement très, très, très intense aussi. Fait que c'est là pour ça que tu parlais de cycle. Oui. Que ça revient tout le temps. C'est ça, c'est comme une rétroaction là, de cycle. On le voit, là, on le voit à petite échelle, ces exemples-là, juste à l'échelle d'une saison. Mettons, nous, au Québec, on va voir, on a les 4 saisons. On a l'été, où est-ce qu'il fait chaud. Puis ça, c'est la rétroaction, mettons, positive de notre environnement météorologique. Mais on a aussi l'hiver, qui fait d'un refroidissement. Donc, précipitations plus neigeuses, pluvieuses, ou il y a la grêle également. ça aussi, c'est un autre phénomène. Tous les phénomènes sont acceptés, quoi. Comment que, tous ces changements climatiques-là, comment ça peut affecter directement la biodiversité jusqu'aux écosystèmes? Bien, les impacts sont quand même... ça peut affecter les écosystèmes parce que plus les changements d'événements climatiques vont augmenter en fréquence puis en intensité, plus ça force un dérèglement en quelque sorte du climat. On va l'observer, mettons, sur certaines échelles, mais on constate des tendances quand même. On voit que, fois, nos étés deviennent vraiment plus chauds significativement, même si la nuit, ça se refroidit, ça finit tout le temps par faire un plus puis un moins. Mm-hmm. Mais les écarts s'agrandissent en quelque sorte. Il va y avoir également un timing de saison aussi. Maintenant, on observe des fois des printemps hâtifs. On commence à en observer davantage. Où est-ce que l'hiver prend fin subitement? On a des météos qu'on n'avait pas avant. Donc, on voit ce petit changement-là qui est plus à l'échelle quotidienne, mais qui va avoir un impact sur les écosystèmes aussi. Il y a plein d'exemples qui peuvent alterner la biodiversité, mais il faut voir que les écosystèmes, qu'est-ce que c'est? C'est une photo qu'on prend d'un milieu, puis on englobe toutes les espèces qui y sont. À la minute qu'on change un paramètre, comme la température,
Comme, tu sais, il y a certaines espèces qui vont tomber en hibernation. Mm-hmm. En hibernation, c'est toutes des choses qu'on connaît scientifiquement. Quand que la période se raccourcit de 2 mois, puis que ça bouleverse, mettons, le sommeil de ces espèces-là, bien là, quand ils sortent, ils sont comme, moi, je me rendors pas, là, tu sais. Comment je vais faire? C'est là que ça vient interagir avec la biodiversité, puis ça vient bouleverser, puis étirer, en quelque sorte, la capacité de nos espèces à s'adapter. Puis chaque petite chose va impacter une autre chose, puis ça va faire un escalier, puis c'est ça, finalement. Ça fait un effet pas mal boule de neige. Ouais, c'est ça. On est dans le thème C'est aussi, ça, en chercher. plus. Ah oui, puis là, tout prend sa place avec l'éco-anxiété. Mais, tu sais, c'est des phénomènes qu'on est conscient, qu'on étudie avec beaucoup de profondeur quand on est dans ce domaine-là. Mais même en dehors d'être spécialisé, en quelque sorte, on le voit là, que les gens ont une meilleure conscience, tu sais, qui sont sensibles à tous ces bouleversements-là. Dans les études que j'ai faites, il y avait des professeurs qui nous donnaient des informations vraiment extraordinaires pour conscientiser, mais aussi éviter de tomber, de toujours vouloir en faire plus, alors qu'il faut qu'on soit stratégique des fois dans notre approche. Ouais. Quand on parle de bouleversement de biodiversité, on ne pourra pas nécessairement tout sauver. Il faut savoir identifier c'est quelles espèces qui vont avoir un impact clé dans l'écosystème, mais qui vont nous permettre qu'en tant que, mettons, chercheur ou peu importe quel observateur, en vérité, tout acteur qui veut s'investir le peut. Mais même si on voulait être toute la planète des écologistes, on ne pourrait pas, des biologistes ou des écologistes, au nombre d'individus sur la planète, on ne pourrait pas étudier toutes les espèces. Parce qu'il y en aurait trop. Il y en a trop, oui, c'est ça. On entend souvent là, que l'éco-anxiété, il faut trouver des solutions pour faire ça. Mais est-ce qu'il existe vraiment des solutions pour Aider la planète. aider la planète? C'est une extraordinaire question, puis c'est sûr que de parler autant de ces changements-là climatiques, ça devient une source de préoccupation collective, en vérité. Mais on n'arrête pas là. Non, c'est ça. Effectivement, il y a des solutions, puis il y a des stratégies qui sont adoptées. Il faut toujours avoir une perspective différente. Ça nous amène à accepter le changement, à avoir une gestion du changement qui est en vérité un stress aussi. Ouais. Il faut être capable de faire les transitions adéquates pour y arriver. Fait que oui, il y a des solutions. Moi, à travers mon parcours en tant qu'étudiante, mais également en tant que stagiaire, employée, j'ai pu découvrir quand même à quel point il y a des efforts de sensibilisation. Puis il y a des solutions qui sont adoptées aussi. Puis c'est à travers cette sensibilisation-là, cette conscience-là qu'on développe, qu'on est capable de les faire, ces changements-là. Parce que ça fait partie d'un cadre beaucoup plus large sur l'acceptabilité sociale de « hey, on intègre ces changements-là dans nos pratiques de vie ». Donc, on peut être très bon pour détruire, puis inventer, puis on ne se rend pas toujours compte des conséquences immédiates. Mais on est capable de reconstruire et de restaurer aussi. Puis on en parle moins. On entend C'est sûr moins. qu'on va tout le temps parler plus On entend tout ça. des coupes à blanc que de Ouais, toute c'est la ça, restauration négatif. qui a été faite après. Là. Oui, mais on pense pas que la coupe à blanc, il y a une suite. Ouais. Il y a des mesures qui sont prises pour évaluer le terrain, s'assurer qu'il y ait une régénération. Ça va dans différentes étapes. Puis, tu sais, ça va pas juste à la régénération. Des fois, il y a des efforts de reboisement qui sont mis. Puis c'est tout régulé, c'est réglementé. C'est bien encadré, ces éléments-là. Mm-hmm. Les professeurs que j'ai pu avoir qui étaient dans leur vingtaine, eux, ils ont eu à faire le travail colossal de mentionner qu'on ne peut pas juste couper à blanc. Il y a eu des révolutions de changement là, depuis
Puis, tu sais, quand on accumule entre la période industrielle, mettons, là, des années 1950, mais les mentalités évoluent encore, même aujourd'hui. Puis aujourd'hui, des fois, on a le sentiment on n'en fait jamais assez. C'est beaucoup présent parce qu'on est tellement conscient de tout ce qu'on doit faire qu'on oublie que c'est aussi un processus intellectuel de changement. C'est un processus d'organiser la portion légale, réglementaire, encadrée des entreprises. C'est un processus aussi de se rendre compte au sein des entreprises, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées dans les matériaux? Souvent, on le voit à l'échelle de l'extérieur, du commercial. Mais on peut le voir aussi au niveau de notre habitation. Hein? C'est quoi les matériaux qu'on choisit de prendre? Est-ce qu'ils sont plus écologiques? Maintenant, on se les pose, ces questions-là. Hein? Mais c'est des décisions plus réfléchies. C'est des réflexions, exactement. Puis, on voit pas nécessairement... On voit pas tous ces petits éléments-là comme des solutions extraordinaires, mais ça l'est. Puis sinon, bien, à tous les niveaux là, d'exploitation qu'on peut avoir, des fois, on a eu des activités. Là. Il y a des solutions de restauration dans les milieux humides qui sont faites par des comités, ZIP, des OBV. Il y a beaucoup de responsabilités qui peuvent... leur être fournis des financements pour vraiment remettre dans un état beaucoup plus naturel ou d'amener des outils de sensibilisation auprès de la population. Alors oui, c'est extraordinaire. Puis là, je parle des OBV, des comités ZIP par rapport à des milieux humides, mais tout ça, ça l'englobe la grande famille des tourbières qui sont en exploitation. Des marais qui sont souvent perturbés par d'autres activités humaines. Mais tout ça, ça peut être restauré. Il y a des études qui sont faites, il y a des transferts de végétation qui se font pour être sûr de reconquérir en quelque sorte la résilience du territoire qui peut parfois être perdu, mais qu'on peut retrouver aussi. Ensuite de ça, il y a énormément de responsabilités qui ont des dynamiques, qui nécessitent aujourd'hui des dynamiques interdisciplinaires. Ça mélange énormément de métiers, allant de l'opérateur de la machine qui doit être conscient que parfois aller sur un bord de l'eau, tu dois penser différemment pour t'assurer d'être dans les normes environnementales. Ça va aussi au niveau des ingénieurs, des personnes qui sont dans le génie, qui vont conceptualiser des nouvelles idées. Il faut qu'ils tiennent compte du respect de l'environnement pour diminuer les gaz à effet de serre. Fait qu'il y a tout le temps des moyens de se réinventer. Est-ce qu'un moyen que chaque personne peut utiliser, c'est juste de bien trier ses déchets? Ça peut partir d'un geste comme ça? Ben oui. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Puis on en voit là, des superbes inventions aussi de comment condenser ces déchets. Des fois, on parle du continent. Continent de déchets. C'est des enjeux qui touchent les préoccupations qu'on a, mais il y a des inventions qui sont faites en ce moment. Là. Quand on commence à suivre ça, il y a des tests qui se font. Des fois, c'est un petit peu plus à l'idée préliminaire, mais c'est un balbutiement de on s'en va dans une direction qui va nous aider. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se sent submergé par les enjeux climatiques et qui ne sait pas trop comment agir, quel geste faire ou... Bien, c'est sûr que vivre des angoisses sur des concepts qui sont bien plus grands que soi, c'est naturel. Puis le désir d'agir, mais d'évoluer, reste omniprésent constamment. C'est un instinct qui est profondément ancré avec le désir de survie. On s'entend, tous les changements climatiques dont on parle, le réchauffement, puis les conséquences qu'on peut voir, ça vient éventuellement, ça vient porter atteinte à notre survie en tant qu'espèce. Donc, c'est normal qu'on en ait ces angoisses-là, puis en vérité, il faut être capable d'y faire face, en quelque sorte. Puis, être submergé, avoir un sentiment d'impuissance, bien,
c'est sûr que c'est ça que ça laisse un petit peu comme arrière-goût, Mm-hmm. mais ça dépend vraiment de la perspective puis l'approche qu'on a. Parce qu'on peut être proactif dans nos actions. T'sais, quand on se sent submergé, des fois, on va rester figé par la peur, alors que, en vérité, il faut faire face à nos peurs. Mais souvent, les personnes qui se sentent submergées, c'est ça, c'est qu'ils sont tellement tout le temps collés sur le problème, puis ils voient tellement tout le temps juste le négatif, puis toutes les choses qui sont pas le fun, que c'est là qu'après ça, tu deviens submergé. Mais comme tu dis, de voir avec une autre perception, de voir l'envers de la médaille, des fois, ça peut venir apaiser aussi, je pense. Oui, définitivement. Puis, tu sais, le positif de toutes nos belles actions qui se concrétisent, des fois, on ne porte pas assez attention à ça. Mm-hmm. Mais moi, j'en vois tous les jours, là, des dynamiques interdisciplinaires qui peuvent font vraiment avancer les choses, puis qu'on fait comme « Hey, wow! » On n'est pas pantoute dans le même domaine, mais on est capable de se parler, de se dire les vraies affaires, mais de quand même aboutir à des résultats. C'est ça, la dynamique vers quoi on doit aller pour faire face à tous les changements qui vont être requis là, éventuellement là, pour diminuer les conséquences de nos actes en tant que société. C'est un peu ça. Là. Mais on n'a pas à tout prendre absolument sur nos épaules. Savoir tout sur l'écologie, ça ne veut pas dire qu'on doit être le sauveur de l'humanité. Hein? J'ai l'impression qu'il y a un peu le syndrome du sauveur qui vient en lien avec ça, tu sais. Parce que là, il faut faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de pollution sur la planète, il faut changer ça pour que ça aille mieux. Mais tu sais, c'est pas une personne sur la planète, sur genre 8 milliards de personnes qui va faire en sorte que ça va changer. Tu sais, c'est d'arrêter avec le discours de « il faut faire quelque chose », mais on fait quelque chose. Ouais. On fait déjà des choses. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a toutes mis en place les solutions? Non. Non, ouais. Ce que je peux dire, puis je peux quand même vraiment certifier, c'est que toute problématique a une solution ou a une méthode d'amélioration. Ça ne veut pas dire que les personnes ça veut pas dire qu'on a toute réponse en tout temps, mais parfois, ça prend une initiative, ça prend un petit pas vers l'avant pour faire « moi, je vais essayer quelque chose là, pour améliorer », puis ça va peut-être découler à un effet boule de neige positif. Ça peut être fantastique comme ça. Puis le portrait, des fois, c'est vrai qu'il est dressé de manière alarmiste, qu'il y a des conséquences, mais il faut s'ouvrir vraiment sur ces possibilités-là. Puis il y a encore peut-être des choses qui sont inconnues. On a une science qui est très engagée, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas faire d'autres découvertes qui vont nous aider? Mais c'est possible. Il faut se laisser aussi un petit peu aller à travers un lâcher-prise, malgré tout l'engagement. Des fois, c'est difficile. En vivant de l'anxiété, là, ça peut être difficile. Oui, effectivement. C'est un travail de soi. Mais ce travail de soi, là, c'est... Moi aussi, même si je parle de tous ces concepts-là, puis que j'en comprends énormément de choses, moi aussi, ça peut m'arriver d'être stressée. Maintenant, on a des super... on peut avoir des super outils qui peuvent nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie d'être stressé. Puis d'avoir comme une ouverture à sa propre gestion, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu l'opportunité, en tout cas, si vous en avez l'opportunité, je vous encourage à faire des formations, tu sais, sur qu'est-ce que ça représente, les connaissances, puis la vulgarisation scientifique, mais pas juste par rapport au changement climatique. Mais comme quand on parle d'anxiété, d'éco-anxiété, il y a aussi des formations qui sont liées au stress. Puis moi, j'ai découvert une auteure fantastique, Sonia Lupien, qui est vraiment, qui s'implique énormément dans la vulgarisation. Le produit, jusqu'à maintenant... 3 livres, Par amour du stress. Et on n'aurait pas cru entendre ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment, ça a du punch. À chacun son stress,
qui va plus définir un petit peu la dynamique familiale, puis comment on peut accumuler ce stress-là. Elle va beaucoup défaire des mythes qu'elle a découverts à travers la science, qu'elle a étudiée, puis c'est extraordinaire. Moi, j'ai commencé un livre, justement, le dernier qu'elle a produit, « Le stress au travail versus le stress du travail ». Puis je crois que, tu sais, le stress a besoin de notre attention, en quelque sorte, pour comprendre que c'est une réaction qui est biologique. C'est une réaction vraiment biologique du corps en réponse à une menace. Mais quand on parle de l'environnement puis de toutes les conséquences, bien, c'est comme... on peut facilement imaginer l'affolement que ça peut nous créer. Mais c'est l'inconnu aussi. C'est l'inconnu de ne pas savoir dans quoi qu'on s'enligne. Puis, comme tu disais, c'est pas tout le monde non plus qui est écologiste ou c'est pas tout le monde qui a les connaissances sur l'environnement, sur les changements, tout ça. Fait que ça veut pas, ça crée quand même une anxiété de ne pas avoir de contrôle là-dessus, de ne pas avoir assez de connaissances aussi. Là. On n'a pas besoin d'avoir un contrôle sur absolument tout, hein, tu sais. Parfois, tu sais, dans la notion d'éco-anxiété, il y a aussi la mention de l'inaction des sphères décisionnelles. C'est peut-être pas... tu sais, faut voir... Moi, je le vois d'une manière où est-ce que c'est un virage qui est colossal au niveau des sociétés qui est demandé. Mais les sphères décisionnelles peuvent être très actives dans ce mouvement-là, dans cet engagement. Comment on peut sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques sans les effrayer, sans leur faire peur? Bien, déjà, sans qu'il y ait de la peur, c'est déjà... des fois, là, la peur, là, c'est une manière de devoir s'engager. Avoir conscience des effets négatifs, si on n'en avait pas conscience comme on en a aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait organiser, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser en tant que société pour changer les pratiques? C'est un sujet qui a le pouvoir extraordinaire d'être rassembleur. Parfois, il faut quand même relativiser aussi. Il faut remettre en perspective. Quand on commence à être trop affolé, là, il faut peut-être faire une petite pause. Oui, des fois, il faut faire un stop. Un temps de recul. Hein? On prend un petit peu de recul. Puis, des fois, ça aide, ça aussi. Puis, à travers tout ce qu'on peut avoir comme information, là, aussi rapidement, de ralentir, puis de plus voir est-ce qu'il y a des choses positives qui arrivent aussi. En as-tu un exemple? Ouais! L'exemple extraordinaire que j'ai trouvé... j'ai vu ça passer la semaine passée parce que c'est un cas de concertation puis de collaboration vraiment transformatrice. C'est le cas du papillon monarque qui voit actuellement sa population migratoire doubler. C'est extraordinaire parce que pour ceux qui connaissent un petit peu moins ce papillon-là, puis qu'est-ce que ça représente, il faut savoir que le papillon monarque, il va avoir un cycle d'hivernation en octobre-novembre dans les forêts du Mexique. Donc, c'est là qu'il va avoir un petit peu plus de recensement. Puis cette augmentation-là, qui a doublé, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment, ça représente un signe d'espoir. Parce que ça a nécessité un travail de coordination entre tellement d'acteurs. Puis on s'en rend pas compte, mais le site au Mexique, qui est l'hivernation, mais les papillons, eux autres, ils ont migré à travers tous les États-Unis et aussi le Canada. Ça a nécessité des changements assez importants au niveau du statut de l'espèce, mais également au niveau de toutes les lois et règlements qu'on a voulu adopter. On a sensibilisé, on est allé chercher jusqu'à l'individu qui peut nous aider à reboiser, revégétaliser un petit peu plus la plante favorite du papillon. Ouais. On est allé à tellement de niveaux d'efforts, de vraiment essayer d'être sensible à la nature, puis à leur cycle, puis vraiment être dans le respect de leur propre évolution en tant que telle. Ce travail-là, c'est un bel exemple de représentation d'un effort de tous, puis de comment on peut agir et se mobiliser. Ça n'a pas besoin d'être toujours des grands gestes à chaque fois en tant qu'individu
pour ceux qui sont éco-anxieux, ben, vous pouvez avoir juste besoin de reboiser l'asclépiade et déjà vous faites un geste extraordinaire pour le papillon monarque. Mais c'est beau aussi, tu sais, le fait que c'est le monarque en plus, c'est le papillon qui symbolise l'espoir aussi, là. Moi, j'avais vu aussi, tu sais, quelque chose qui était important pour les éco-anxieux, c'est important de prendre soin de soi, fait que prendre soin de son anxiété pour après ça avoir de l'énergie pour prendre soin de la planète, tu sais, puis de pas justement tout reposer sur soi-même, mais de faire des efforts collectifs, comme tu disais. Fait que ce soit, tu sais, au Témiscamingue, on a les enverdeurs qui font du travail bénévole pour aider la planète. Fait que, tu sais, il y a plein de petits gestes comme ça que, en se regroupant, en étant avec un groupe, c'est des efforts collectifs qui peuvent avoir une différence. Puis le fait de te mettre en action puis de faire quelque chose, ben ça peut t'aider aussi à diminuer ce sentiment d'anxiété-là. Là. Ouais. C'est vraiment bien dit, en plus. Puis, effectivement, au Témiscamingue, il y a des actions, puis des fois, on les voit pas, hein? Non, ouais. On les voit pas du tout, mais juste avoir son propre jardin, c'est aussi une belle action qu'on ne souligne pas. Merci beaucoup, Pamela, pour nous avoir donné un peu plus d'infos là, sur tout ce qui était des changements climatiques, tout ça. Ça a été enrichissant. Ouais, vraiment, c'était vraiment intéressant. Merci vraiment beaucoup. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!